Pourquoi es-tu dans la décharge? Quelqu'un t'a abandonné ici? Une pauvre petite fille fouillait dans les ordures pour survivre jusqu'à ce qu'elle trouve un millionnaire blessé, jeté là comme un déchet. Cette rencontre allait changer son destin à jamais. Avant de commencer l'histoire, écrivez d'où vous nous regardez. J'espère que cette histoire vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner. Le soleil de midi s'abattait lourdement sur les montagnes de déchets accumulés. Valentina Bélarde, pieds nus, la peau durcie par la terre, marchait prudemment entre le verre brisé et le métal rouillé, cherchant tout objet susceptible de briller sous la lumière terne. L'air était saturé d'une odeur âcre et pénétrante, un mélange de décomposition et de fumée qui, pour la fillette de 8 ans, était aussi naturel que l'oxygène. Son esprit n'était occupé ni par le jeu ni par la fantaisie, mais par l'urgente nécessité de récolter assez de pesos pour les médicaments de sa grand-mère Rosita, dont la respiration était devenue rauque et inquiétante la nuit précédente. Chaque pas était un mélange d'espoir et de peur, car elle savait que l'obscurité apportait des dangers qu'une petite fille n'aurait jamais dû connaître. Soudain, son pied buta contre quelque chose qui n'avait ni la dureté du métal, ni la fragilité du plastique, mais une consistance étrangement dense et molle à la fois. En regardant vers le bas, elle sentit son cœur se serrer violemment dans sa poitrine, car ce qui gisait parmi les débris n'était pas un objet, mais un homme en costume qui, malgré la saleté, semblait élégant et totalement déplacé. Il était immobile, le visage couvert de boue, et une blessure était visible sur sa tête. Il ressemblait à un ange déchu ou à un démon banni du paradis des riches. Valentina se figea un instant, hésitant entre l'instinct de fuir pour se protéger et la compassion innée que sa grand-mère lui avait inculquée dès sa plus tendre enfance. Elle s'accroupit lentement, retenant son souffle, et tendit une main tremblante vers le cou de l'inconnu pour vérifier s'il y avait encore de la vie dans ce corps abandonné. L'homme émit un profond gémissement de douleur, un son qui déchira le silence sépulcral de la décharge et confirma que la mort n'avait pas encore emporté sa proie. Valentina remarqua un éclat doré au poignet de l'homme, une montre qui brillait avec une intensité presque insultante au milieu d'une telle misère et pourriture. Elle savait que si d'autres chiffonniers ou des gangs locaux le trouvaient, ils ne se contenteraient pas de voler cet objet précieux, mais le tueraient probablement sans hésiter. « Monsieur, réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester ici », chuchota-t-elle avec urgence, secouant légèrement l'épaule de l'homme dont les yeux restaient fermés sous le poids de l'inconscience. La fillette regardait nerveusement autour d'elle, cherchant des témoins, comprenant que le temps jouait contre elle et que la nuit approchait. Déployant des efforts surhumains pour sa petite constitution, Valentina tenta de le bouger, mais le poids de l'homme était comme une pierre immobile ancrée dans le sol. Elle chercha dans son sac à dos une bouteille d'eau à moitié vide, un trésor qu'elle gardait pour les heures les plus chaudes, et versa un peu de liquide sur les lèvres gercées de l'inconnu. La réaction fut presque instantanée. Les paupières de l'homme frémirent et s'ouvrirent lentement, révélant des yeux clairs mais désorientés qui ne semblaient se fixer sur rien. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque et brisée, essayant de se lever, mais la douleur le fit retomber sur les ordures. Valentina s'agenouilla près de lui offrant plus d'eau et parlant avec une douceur qui contrastait avec la dureté de l'environnement. « Vous êtes dans la décharge de la colonie, monsieur, et vous devez vous lever tout de suite si vous voulez rester en vie. » dit Valentina avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. L'homme cligna des yeux, essayant de traiter l'information, mais son esprit semblait être une ardoise vierge où tous les souvenirs avaient donc été complètement effacés. Il toucha sa tête d'une main tremblante, sentant le sang sécher, et regarda la fillette avec un mélange de peur et de gratitude absolue. « Je ne me souviens de rien, je ne sais pas qui je suis ni comment je suis arrivé ici », avoua-t-il. La panique commençait à s'infiltrer dans sa voix. Valentina soupira, comprenant que sa journée de collecte était terminée et qu'elle avait maintenant une mission bien plus complexe. « Peu importe qui vous êtes maintenant. L'important c'est que vous ne pouvez pas rester ici car c'est dangereux », insista la fillette, tirant de toutes ses forces sur son bras pour l'aider à s'asseoir. L'homme, mu par l'instinct de survie et la détermination dans les yeux de la petite fille, fit un effort titanesque et se mit debout, vacillant dangereusement. Valentina se plaça sous son bras, servant de béquille humaine, et ils commencèrent à marcher lentement à travers le labyrinthe de déchets. Chaque pas était une victoire sur la gravité et la douleur, tandis que les ombres s'allongeaient, menaçant de les engloutir complètement. La fillette guidait l'inconnu par des sentiers cachés qu'elle seule connaissait, évitant les routes principales où pouvaient en guetter des regards malveillants. Pendant le trajet, le silence entre eux n'était rompu que par la respiration accélérée de l'homme et le craquement des ordures sous ses pieds. « Comment t'appelles-tu, petite »
demanda-t-il en chuchotant, essayant de s'accrocher à une réalité alors que sa mémoire lui faisait catastrophiquement défaut. « Je m'appelle Valentina », répondit-elle sans quitter la route des yeux, écoutant attentivement tout bruit étrange qui pourrait indiquer un danger. « Merci Valentina », murmura l'homme, sentant une vague d'émotion en réalisant que sa vie dépendait entièrement de cette créature fragile. Elle ne répondit pas, concentrée sur le fait de le livrer en sécurité au seul endroit où elle savait qu'il trouverait refuge, bien qu'elle craignît la réaction de sa grand-mère. Atteignant les limites de la décharge, ils virent les lumières de la ville commencer à s'allumer au loin, comme des étoiles inaccessibles pour ceux qui vivaient dans cette périphérie oubliée. L'homme s'arrêta un instant, regardant ses propres vêtements déchirés et la montre à son poignet, comme s'ils appartenaient à un étranger. « Tu penses que je suis un criminel ?» demanda-t-il à la fille, tourmenté par la possibilité que son passé cache quelque chose de sombre. Valentina le regarda dans les yeux, ses yeux verts pleins de confusion, et secoua la tête négativement avec une certitude intuitive. « Les criminels n'ont pas peur, monsieur, et vous avez peur, donc vous êtes une bonne personne en difficulté. » Ils continuèrent leur chemin sur les rues de terre battue, bordées de modestes maisons faites de tôle et de bois. Les chiens aboyaient à leur passage, et certains rideaux bougeaient discrètement, trahissant la curiosité des voisins face à ce couple étrange. Valentina accéléra le pas, sentant le poids de l'homme de plus en plus insupportable sur ses épaules, mais refusant de l'abandonner. Elle savait que sa grand-mère Rosita serait en colère qu'elle ait ramené un inconnu, surtout un qui pourrait apporter des problèmes, mais il n'y avait pas d'autre issue. La charité était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais l'humanité était quelque chose à laquelle elle n'était pas prête à renoncer. Enfin, ils arrivèrent à une petite maison au fond d'une impasse d'où une lumière chaude filtrait à travers les fentes de la porte en bois. Valentina poussa doucement la porte, annonçant son arrivée d'une voix douce pour ne pas effrayer sa grand-mère malade. « Grand-mère, c'est moi, j'ai ramené quelqu'un qui a besoin d'aide », dit-elle en aidant l'homme à franchir le seuil vers la sécurité relative de la maison. Rosita, assise sur une vieille chaise en train de raccommoder des vêtements, leva les yeux et son regard s'arrondit de surprise et d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu as fait, ma fille ?» s'exclama la vieille dame, se levant avec difficulté et s'approchant d'eux d'un pas lent mais ferme. L'homme, épuisé par l'effort, s'effondra sur le petit canapé usé qui occupait la majeure partie de la pièce principale. Rosita l'examina d'un œil critique, remarquant la qualité du tissu de son costume abîmé et la montre coûteuse qu'il portait. « Qui est cet homme et pourquoi l'as-tu amené dans notre maison, Valentina ?» demanda la grand-mère d'un ton sévère, bien que ses mains cherchaient déjà un chiffon propre. « Je l'ai trouvé à la décharge. Grand-mère, il était blessé et ne se souvient de rien. Nous ne pouvions pas le laisser mourir là-bas, » expliqua la fillette avec supplication dans la voix. Rosita soupira profondément, partagée entre la prudence nécessaire à la survie et la compassion qui avait toujours guidé sa vie. « Nous n'avons même pas de nourriture pour nous, et maintenant tu ramènes une bouche de plus à nourrir, » grommela Rosita, bien qu'elle fît déjà chauffer de l'eau sur le petit réchaud. Elle s'approcha de l'inconnu et commença à nettoyer la plaie sur sa tête avec des mouvements doux et experts, acquis au fil des années à soigner ses proches. L'homme grimaça de douleur, mais resta immobile, observant les deux femmes avec une gratitude silencieuse. « Madame, je promets que dès que je me souviendrai de qui je suis, je vous paierai pour tout cela, » dit-il d'une voix faible. Rosita émit un petit rire sec et amer, secouant la tête négativement tout en continuant son travail d'infirmière improvisée. « La promesse des riches ne vaut rien ici, monsieur, et vous ressemblez à un homme très riche ou à un homme avec de gros problèmes, » prononça la vieille dame comme une sentence. Valentina s'assit au pied de l'homme, le regardant avec curiosité, se demandant quelle vie il menait avant d'atterrir dans son monde. La nuit tomba complètement sur la colonie, enveloppant la maison d'un silence rompu seulement par le vent frappant le toit en tôle. L'homme regardait ses mains lisses, sans callosité, si différentes des mains laborieuses de Rosita et Valentina. Il se sentait étranger dans sa propre peau, un fantôme atterri dans une réalité étrangère et dure. « Vous avez faim ?» demanda soudain Valentina, rompant le fil des pensées sombres de l'inconnu. Il hocha légèrement la tête, réalisant que son estomac grondait, avec une fureur qu'il ne se souvenait pas avoir ressentie auparavant. Rosita servit 3 assiettes avec une petite portion de haricots et des galettes maison, plaçant la meilleure part devant l'invité. Ils mangèrent en silence. Un silence qui n'était pas gênant, mais rempli d'une solennité partagée face au manque. L'homme savourait chaque bouchée comme si c'était le plat le plus exquis, découvrant la vraie valeur de la nourriture. Après le dîner, Rosita lui indiqua qu'il pouvait dormir sur le canapé, lui fournissant une vieille couverture propre qui sentait le savon de lessive.
On verra demain ce qu'on fera de vous, mais ce soir vous êtes en sécurité ici, dit la grand-mère en éteignant la lumière principale. Valentina fit ses adieux avec un sourire timide et disparut derrière le rideau séparant son lit de la pièce. L'homme resta seul dans l'obscurité, écoutant les bruits nocturnes de la maison et du quartier. Il essayait de forcer son esprit à se souvenir d'un nom, d'un visage, d'une adresse, mais ne trouvait qu'un vide terrifiant et sombre. Il toucha encore une fois la montre, cherchant un indice dans le métal froid, et ses doigts effleurèrent accidentellement un petit bouton latéral. Une douce voix numérique féminine sortit de l'appareil. « Matteo, avec tout mon amour, Mariella ». Le nom Matteo résonna dans sa tête, provoquant un écho de familiarité, mais le nom Mariella provoqua une étrange sensation dans sa poitrine. Il était Matteo, mais qui était Mariella? Pourquoi, si elle l'aimait, s'était-il retrouvé jeté à la décharge? Les questions tourbillonnant dans son esprit comme un tourbillon, l'empêchant de dormir malgré l'épuisement physique extrême. Il regarda vers l'endroit où dormaient en Valentina et Rosita, sentant un lien étrange avec ces deux inconnus qui lui avaient sauvé la vie sans rien demander en retour. Il se promit que, qui qu'ils soient réellement, il ne leur ferait aucun mal et ferait tout son possible pour les récompenser. Avec cette dernière pensée, l'homme qui croyait maintenant s'appeler Matteo céda au sommeil, tandis qu'au dehors, la lune éclairait la décharge qui avait été sa tombe et sa renaissance. La lumière de l'aube filtrait à travers les fentes des murs en bois, réveillant Matteo avec une sensation de désorientation totale. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il se trouvait et pourquoi son corps lui faisait mal comme s'il avait été percuté par un camion. Il se leva du canapé, remarquant que Rosita était déjà réveillée et s'affairait dans la petite cuisine, préparant un café qui sentait la terre et la cannelle. Valentina apparut peu après, les cheveux ébouriffés et une énergie qui semblait défier la pauvreté qui l'entourait. « Bonjour Matteo », dit la fillette prononçant naturellement le nom qu'il avait découvert la veille au soir. Rosita se tourna vers lui, une tasse fumante à la main et une expression indéchiffrable sur son visage sillonné par les années. « Alors, il s'appelle Matteo ?» demanda-t-elle en lui tendant le café d'un geste brusque mais gentil. « Je le pense, señora, la montre a dit ce nom, » répondit-il, se sentant un peu ridicule de baser son identité sur un enregistrement. La vieille dame hocha la tête et s'assit en face de lui, croisant les bras sur sa poitrine. « Écoutez, Matteo, nous ne pouvons pas vous garder ici longtemps. Les gens commencent à parler. Je ne veux pas de problème pour ma petite fille. » Matteo hocha la tête, comprenant parfaitement la position de la femme et se sentant coupable d'être un fardeau pour elle. « Je comprends, Rosita. J'essaierai de partir encore aujourd'hui. J'ai seulement besoin de savoir où se trouve le centre-ville, » dit-il en essayant de se lever. Cependant, dès qu'il tenta de le faire, un vertige intense le força à se rasseoir brusquement et le monde tourna vertigineusement autour de lui. Rosita fit claquer sa langue et s'approcha pour poser une main fraîche sur son front, diagnostiquant instantanément la situation. « Vous n'irez nulle part dans cet état. Vous êtes faible et cette blessure pourrait s'infecter si vous sortez maintenant. » Valentina regarda sa grand-mère avec des yeux suppliants, sachant qu'au fond, Rosita était incapable de chasser qui que ce soit dans cet état. « Peux-tu nous aider à la maison, grand-mère, ou au potager? Comme ça, tu gagneras ta nourriture, » proposa la fillette avec ruse, s'adressant à Matteo. Matteo regarda à nouveau ses mains douces, puis regarda les deux femmes, sentant une détermination naître en lui. « Je ferai tout ce qui est nécessaire. Je ne veux pas être un parasite. J'apprendrai à faire ce dont vous avez besoin, » promit-il fermement. Rosita le regarda fixement pendant quelques secondes éternelles, évaluant la sincérité dans ses yeux verts, avant de pousser un soupir. « D'accord, vous restez encore quelques jours, mais vous devrez travailler, » décréta la grand-mère en montrant la petite arrière-cour. Ce jour-là, Matteo découvrit que la vie dans la pauvreté était un travail à temps plein, une lutte constante contre le manque. Il apprit à tirer de l'eau du puits, une tâche qui laissa ses mains tremblantes et ses bras endoloris pendant plusieurs minutes. Valentina riait de bon cœur de sa maladresse, le guidant patiemment et lui montrant des techniques pour ne pas se blesser le dos. Malgré la douleur physique, Matteo ressentit une étrange satisfaction en voyant le seau plein d'eau, une réussite tangible et réelle. Dans l'après-midi, pendant que Rosita se reposait, Valentina emmena Matteo dans le petit potager qu'elle cultivait sur la terre aride derrière la maison. Elle lui apprit à distinguer les mauvaises herbes des légumes, parlant des plantes comme si elles étaient des personnes avec leur propre personnalité. Ça, c'est de la menthe, c'est bon pour le mal de ventre, et ça, ce sont des tomates, mais elles sont encore vertes, expliquait-elle avec enthousiasme. Matteo écoutait, fasciné, comprenant que cette fille possédait une sagesse qu'on ne trouve pas dans les livres et les écoles. Il se demanda, avait-il des enfants? Avait-il jamais partagé un tel moment avec quelqu'un? Mais sa mémoire restait un mur impénétrable.
La nuit revint et avec elle, une conversation plus intime autour de la table de cuisine bancale. « Vous ne vous souvenez de rien concernant votre famille ?» demanda Rosita, l'observant pendant qu'il mangeait avec un appétit de loup. « Je n'ai que des sensations, des peurs, comme si je fuyais quelque chose de sombre, avoua Matteo, baissant les yeux vers son assiette. Parfois, il vaut mieux ne pas se souvenir, dit Rosita d'un ton mélancolique. Le passé peut être un fardeau très lourd. Valentina intervint. Mais vous devez avoir quelqu'un qui vous cherche, quelqu'un qui vous aime, comme Mariella. La mention du nom Mariella provoqua un frisson chez Matteo, un mélange de nostalgie et de dégoût inexplicable qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Qui peut-elle être » demanda-t-il à voix haute, faisant tourner la montre à son poignet, tenté de la vendre mais retenu par Valentina. « Ne la vends pas encore, lui dit la fillette. C'est ton seul lien avec ce que tu étais avant. Tu pourrais le regretter. » Matteo admirait la clarté d'esprit de Valentina, sa capacité à voir au-delà du besoin immédiat, contrairement à lui qui se sentait perdu. « Peut-être que Mariella est la raison pour laquelle je suis ici, » murmura-t-il, et un lourd silence tomba sur la table. Le lendemain, un voisin passa devant la maison et regarda Matteo avec méfiance, chuchotant quelque chose à l'oreille de Rosita avant de partir. On dit qu'il y a des gens qui posent des questions sur un homme disparu dans la colonie voisine, l'informa Rosita le visage pâle. Matteo sentit son cœur s'arrêter. La peur instinctive qu'il avait ressentie au réveil se matérialisait en une menace réelle. « Dois-je me rendre ? Peut-être que c'est ma famille qui me cherche ?» suggéra-t-il, bien que chaque fibre de son être lui hurlât de ne pas le faire. « Si c'était ta famille, ils iraient à la police. Il ne poserait pas de questions dans les ruelles, » raisonna Rosita avec sa perspicacité habituelle. Ils décidèrent que Matteo ne sortirait pas de la maison le jour, restant caché dans l'arrière-cour ou à l'intérieur du logement. Ce confinement forcé lui donna le temps d'observer la dynamique entre la grand-mère et la petite-fille, l'amour inconditionnel qu'elles se portaient dedans. Il voyait comment Valentina prenait soin de Rosita, s'assurant qu'elle prenait ses médicaments, et comment Rosita se sacrifiait pour donner le meilleur à sa petite-fille. C'était une richesse qui n'avait rien à voir avec l'argent, une loyauté que Matteo soupçonnait ne pas avoir connue dans sa vie passée. « Vous, les millionnaires, vous ne connaissez même pas ça », leur dit-il un jour, provoquant le rire de Valentina. « Les millionnaires ont des piscines et des voitures. Nous, on a des fuites, » répondit la fille en riant. Mais Matteo secoua la tête sérieusement. « Vous avez ce qu'on ne peut pas acheter. Vous avez vraiment l'une l'autre. » Rosita le regarda depuis sa chaise et, pour la première fois, Matteo vit un sourire sincère sur le visage de la vieille dame. « Vous apprenez vite, Matteo, pour un homme qui a tout oublié, » lui dit-elle avec approbation. Cette nuit-là, Matteo dormit un peu mieux, se sentant moins étranger et plus protecteur, redevable. Cependant, ses rêves étaient remplis d'images fragmentées, des bureaux en verre, des cris, un verre au goût amer. Il se réveilla en sueur avec le nom Mauricio sur le bout de la langue et une sensation de trahison brûlant sa poitrine. Il se leva et alla boire de l'eau, regardant par la fenêtre la rue sombre et solitaire. Il savait que son temps là-bas était limité, que le passé venait le chercher et qu'il apportait une tempête. Mais il savait aussi que pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose de précieux à protéger. À l'aube du 3e jour, Matteo proposa de réparer le toit en tôle qui fuyait, voulant être utile malgré le risque d'être vu. Alors qu'il plantait prudemment des clous, il entendit une conversation dans la rue qui le glaça jusqu'aux os. C'étaient des voix d'hommes éduqués mais menaçants, demandant un homme avec une montre en or. Matteo se plaqua contre le toit, retenant son souffle, priant pour qu'il n'entre pas dans la maison. Valentina sortit dans la cour et, avec un naturel étonnant, commença à chanter une comptine, couvrant tout bruit qu'il aurait pu faire. Quand les hommes partirent, Matteo descendit, tremblant non pas de peur pour lui-même, mais de ce qui aurait pu lui arriver à elle s'il l'avait retrouvée là. « Je dois partir. »« Je ne peux pas vous mettre en danger, » dit-il à Rosita dès qu'il entra dans la cuisine. « Il est déjà trop tard, mon garçon. Si tu pars maintenant, ils t'attraperont au coin de la rue, » répondit-elle calmement. « Nous resterons tranquilles et attendrons que le danger passe. Nous sommes invisibles pour des gens comme eux. » Matteo était frappé par le courage de ces femmes, un courage forgé dans les adversités quotidiennes. Ce jour-là, l'atmosphère dans la maison changea. Ils n'étaient plus simplement hôtesses et invités. Ils étaient en complices d'un dangereux secret. Matteo leur raconta le peu dont il se souvenait de ses rêves. Le bureau, la dispute, le goût amer. « Vous pensez que quelqu'un vous a fait du mal intentionnellement ?» demanda Valentina, les yeux écarquillés. « J'en suis presque sûr, Valentina, et je pense que c'était quelqu'un en qui j'avais confiance, » admit-il avec douleur. La révélation unit encore plus l'étrange trio, créant un lien invisible mais indestructible face à la menace extérieure.
Les jours se transformèrent en semaines et une étrange routine s'installa dans la petite maison de tôle et de bois. Matteo, que les voisins commençaient pas déjà à appeler le cousin éloigné grâce à une histoire inventée par Rosita, se transforma physiquement. Sa peau pâle bronza sous le soleil impitoyable et ses mains développèrent des callosités là où il n'y avait auparavant que de la douceur. Il travaillait la terre avec un dévouement presque religieux, trouvant dans la croissance des plantes une métaphore de sa propre reconstruction personnelle. Valentina était son ombre et son professeur, lui apprenant à marchander au marché et à trouver des trésors dans ce que les autres jetaient. « Regarde, Matteo, ce cuivre vaut plus si on enlève le plastique », expliquait-elle un jour, assise sur le sol de la cour, entourée de vieux câbles. Il souriait, frappé par l'intelligence pratique de la fille, et suivait ses instructions à la lettre. Il découvrit que le travail manuel avait un effet thérapeutique sur son esprit fragmenté, calmant l'anxiété qui l'attaquait la nuit. La relation avec Rosita évolua également. Il n'y avait plus de méfiance, mais un respect mutuel et silencieux. Elle lui préparait des remèdes maison pour les douleurs musculaires et lui réparait chaque recoin de la maison qui nécessitait une attention. Cependant, la menace des hommes en costume restait latente, comme un nuage noir qui refusait de se dissiper de l'horizon. Matteo évitait de sortir dans les rues principales et portait toujours une vieille casquette que Valentina lui avait procurée pour cacher ses traits. Parfois, il se sentait tenté de retrouver sa vie passée, de chercher des réponses, mais la peur de perdre le monde qu'il avait trouvé le retenait. « Ta vie d'avant te manque ?» lui demanda Valentina un jour, alors qu'ils arrosaient les tomates qui commençaient déjà à rougir. « On ne peut pas regretter ce dont on ne se souvient pas, Valentina, mais la sensation de savoir qui je suis me manque, » répondit-il pensivement. Un jour, en aidant Rosita à écosser du maïs, la vieille dame eut un léger vertige qui inquiéta profondément Matteo. « Vous prenez vos médicaments, Rosita ?» demanda-t-il en la soutenant par le bras avec une préoccupation évidente. « Il coûte beaucoup d'argent, mon fils. Je préfère que nous mangions bien plutôt que de dépenser pour des pilules, » avoua-t-elle avec une honnêteté brutale. Matteo sentit une pointe de culpabilité et de frustration. Il avait au poignet une montre valant des milliers, mais il ne pouvait pas la vendre sans risquer d'être découvert. Cette nuit-là, il promit de trouver un moyen d'aider sans les mettre en danger, bien qu'il ne sût pas comment. Le lien avec Valentina devenait plus fort chaque jour. Elle lui parlait de ses parents qui l'avaient abandonnée et lui inventait pour elle des histoires fantastiques avant de dormir. Il devint la figure paternelle que la fille n'avait jamais eue, et elle devint la fille qu'il sentait avoir perdue quelque part dans sa mémoire. « Quand je récupérerai mon argent, je t'achèterai tous les livres du monde, » promit-il une nuit. « Je préfère que tu restes ici et que tu me racontes les histoires toi-même, » répondit-elle, le laissant sans voix. L'amour qui grandissait dans cette maison était tangible, un bouclier contre la misère extérieure, mais le monde extérieur avait des moyens cruels d'envahir leur refuge. Un matin, Matteo vit l'un des hommes en costume parler à l'épicier au coin de la rue. Il reconnut le profil pointu et la posture arrogante. C'était l'un des gardes de sécurité de son ancienne entreprise. Un souvenir qui frappa son esprit comme la foudre. Il courut à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre, et prévint Rosita et Valentina de se cacher. Ils passèrent des heures dans le silence, lumières éteintes, écoutant les pas étrangers s'approcher puis s'éloigner. La peur dans les yeux de Valentina alluma en Matteo une rage froide. Il ne laisserait personne leur faire du mal. « Je dois partir, Rosita. Je mets une cible dans votre dos, » chuchota-t-il quand le danger sembla passer. « Si tu pars maintenant, ils te tueront, et personne ne saura jamais ce qui s'est passé, » répondit-elle avec une fermeté inébranlable. « Ici, nous te protégeons, et tu nous protèges. C'est ce que fait une famille. » Le mot famille résonna dans l'air, scellant un pacte qui allait au-delà du sang. Matteo accepta de rester, mais commença à planifier une stratégie non pas de fuite, mais de défense. Il commença à noter dans un vieux cahier tout ce dont il se souvenait, des fragments de numéros, des noms, des mots de passe qui apparaissaient dans son esprit comme des flashs. Constructora Romero, écrivit-il un jour, et ce nom lui provoqua un mal de tête aveuglant, mais aussi une certitude. « C'est mon entreprise, » dit-il à Valentina, lui montrant le papier avec des mains tremblantes. « Alors tu es le patron, » dit-elle les yeux écarquillés. « Pas étonnant que tu donnes si mal les ordres au potager. » Les deux rirent, un rire nerveux qui soulagea un peu la tension accumulée. La santé de Rosita, cependant, continuait de se détériorer imperceptiblement, malgré les efforts de Matteo pour améliorer son alimentation avec ce qu'il cultivait. Une toux constante la tourmentait la nuit, et Matteo passait des heures éveillé, observant son sommeil avec inquiétude. Il comprit que le temps pressait non seulement à cause de ses poursuivants, mais aussi à cause de la fragilité de la vie de la femme qu'il avait accueillie.
Il décida de risquer sa liberté pour lui trouver un vrai médecin, quoi qu'il en coûtât. Un jour, alors qu'il travaillait à collecter du carton, Valentina trouva un vieux journal et le montra d'urgence à Matteo. Sur la page mondaine, il y avait une photo d'une femme élégante et d'un homme souriant. Sous le titre « Des entrepreneurs regrettent la disparition de leur partenaire ». Matteo regarda la photo et eut la nausée. C'était un Mariella et Mauricio, et leur sourire ressemblait à des masques de prédateurs. « Ce sont eux, dit-il d'une voix glaciale. Ma femme et mon meilleur ami. » Valentina toucha son bras. « Ils sont méchants ?» demanda-t-elle. « Ils sont pires que méchants, Valentina. Ce sont des traîtres. » La révélation apporta avec elle un mélange de colère et de clarté. Maintenant, il savait qui était l'ennemi et pourquoi on le cherchait. Il ne voulait pas qu'il revienne. Il voulait s'assurer qu'il ne reviendrait jamais pour s'approprier tout ce qui était à lui. Matteo regarda Valentina, si petite et vulnérable, et jura qu'il récupérerait son pouvoir, non pas pour l'argent, mais pour la protéger. « Nous allons leur préparer une surprise », dit-il à la fille avec une nouvelle détermination dans les yeux. Mais avant qu'il ne puisse mettre en œuvre un quelconque plan, la tragédie frappa à la porte de la modeste maison. Rosita s'effondra dans la cuisine, pressant sa main contre sa poitrine, et tomba au sol dans un bruit sourd. Matteo et Valentina se précipitèrent envers elle, criant son nom, mais la vieille dame ne répondait pas. La panique s'empara de la scène, effaçant toute pensée de complot ou d'entreprise. À ce moment-là, seule existait la vie de Rosita, ne tenant qu'à un fil. Matteo prit Rosita dans ses bras, sans se soucier de qui pourrait le voir dans la rue, et courut vers l'avenue principale à la recherche d'aide. Valentina courait à côté de lui, pleurant et tenant sa grand-mère. Un taxi s'arrêta devant le désespoir de l'homme, et le chauffeur, voyant l'urgence, accepta de les emmener à l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, Matteo chuchotait des promesses à Rosita. « Tiens bon, s'il te plaît, ne nous laisse pas seuls. » Ils arrivèrent aux urgences, et Matteo exigea de l'attention avec une autorité qu'il avait oublié posséder. L'autorité de celui qui a l'habitude de commander. Les médecins emmenèrent Rosita sur un brancard, laissant Matteo et Valentina seuls dans la froide salle d'attente. La fillette l'étreignit, tremblant de peur, et Matteo la serra dans ses bras sentant son propre cœur se briser. « Tout ira bien, ma petite, je te le promets, » dit-il, bien qu'il ne fût pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. La nuit. Assis sur une chaise en plastique à l'hôpital, Matteo comprit que sa vie passée n'avait plus d'importance s'il ne pouvait pas sauver les personnes qu'il aimait maintenant. Il regarda la montre en or, cet objet qui était sa seule identité, et prit une décision radicale. Il se leva doucement pour ne pas réveiller Valentina et se dirigea vers la sortie, décidé à transformer cet or en vie. Les liens invisibles qui l'unissaient à cette famille étaient désormais des chaînes d'amour indestructibles. L'hôpital public était un chaos de gens, d'odeurs d'antiseptiques et de gémissements, un lieu où l'espoir et la résignation menaient une bataille constante. Matteo revint dans la salle d'attente 1 heure plus tard avec le poignet nu et une liasse de billets dans la poche, ressentant un étrange soulagement d'avoir s'être débarrassé de la montre. Il avait vendu son passé pour assurer l'avenir de Rosita, obtenant un prix juste dans un prêteur sur gage de nuit grâce à son talent inné pour la négociation. Valentina se réveilla en sentant sa présence et le regarda avec des yeux rouges de larmes, remarquant immédiatement l'absence de l'objet doré. « Tu l'as vendu ?» demanda-t-elle d'une voix fluette, comprenant le sacrifice sans avoir besoin d'explication. « C'était juste un objet, Valentina. Ta grand-mère vaut plus que tout l'or du monde, » l'assura-t-il en caressant ses cheveux ébouriffés. À ce moment-là, un médecin fatigué sortit à leur recherche avec une expression grave qui fit se serrer l'estomac de Matteo. « Madame Rosita est stable, mais son cœur est très faible. Elle a besoin d'une opération et de médicaments que l'assurance publique ne couvre pas entièrement, » informa le docteur. Matteo sortit l'argent sans hésitation. « Faites que ce qu'il faut, docteur. Voici un premier paiement, et j'en trouverai plus si nécessaire. » Le médecin regarda l'argent, puis Matteo, surpris par le décalage entre son apparence de vagabond et ses ressources. « Bien, nous allons préparer le bloc opératoire, mais vous devez savoir que c'est une opération à haut risque à son âge. » Valentina émit un son et Matteo la serra fort, lui transmettant une confiance qu'il parvenait à peine à conserver. Les heures suivantes furent une lente torture, marquée par le tic-tac de l'horloge murale qui semblait se moquer de son anxiété. Matteo utilisa ce temps pour réfléchir aux flashs de mémoire qui devenaient de plus en plus fréquents et clairs. Il se souvint du visage de Renata, sa fille adolescente, qui le regardait avec déception dans son dernier souvenir clair. Pourquoi le regardait-elle ainsi ? La douleur de ce souvenir était plus aiguë que n'importe quelle blessure physique. Il comprit qu'il avait été un père absent, un homme absorbé par l'ambition et les affaires, ayant oublié l'essentiel. « Si je me sors de ça, je réparerai tout »,
se jura-t-il en regardant Valentina dormir sur ses genoux. L'opération de Rosita dura jusqu'à l'aube, tenant tout le monde en haleine. Quand le médecin sortit enfin avec de bonnes nouvelles, Matteo sentit un énorme poids s'enlever de ses épaules. « Tout s'est bien passé, c'est une femme très forte », dit le chirurgien avec un sourire fatigué. Valentina sauta de joie et serra Matteo dans ses bras. Et dans cette étreinte, quelque chose se débloqua dans son esprit. Une odeur, peut-être du désinfectant ou le parfum bon marché d'une infirmière qui passait, déclencha une avalanche de souvenirs. Il revit la réunion, le verre que Mauricio lui avait offert avec ce faux sourire, et entendit les mots de Mariella. « C'est mieux comme ça, Matteo, tu es trop tendu. » La trahison se déroula devant lui avec une clarté cinématographique et cruelle. Ce n'était pas un accident, ni une agression. C'était une tentative de meurtre prémédité par les deux personnes les plus proches de lui. Il ressentit une profonde nausée, non pas physique mais morale, comprenant l'ampleur de la méchanceté humaine. Mais avec la colère vint le souvenir de qui était vraiment Matteo Romero, l'homme qui avait construit un empire à partir de rien. L'amnésie se dissipa comme le brouillard devant le soleil, le laissant à découvert face à la dure réalité. « Matteo, tu vas bien ? Tu es très pâle, demanda Valentina, remarquant le changement dans sa posture et son regard. Il la regarda, mais non plus avec le regard confus d'un naufragé, mais avec l'intensité d'un capitaine qui prend le commandement. « Je me souviens de tout, Valentina. Je sais qui je suis et je sais ce qu'ils m'ont fait, avoua-t-il d'une voix ferme. La fillette le regarda avec un mélange de surprise et de peur. « Tu vas partir maintenant que tu sais que tu es riche ?» Matteo s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. « Je vais partir pour récupérer ce qui m'appartient, mais pas pour redevenir celui que j'étais avant, promit-il. Je veillerai à ce que toi et Rosita ne manquiez plus jamais de rien. » Valentina hocha la tête, lui faisant confiance bien qu'une partie d'elle craignit de le perdre à jamais dans ce monde de richesse qu'elle ne connaissait pas. Les jours de rétablissement de Rosita à l'hôpital passèrent, et Matteo utilisa ce temps pour planifier soigneusement son retour. Il ne pouvait pas simplement apparaître, il devait le faire de manière à ce qu'il ne puisse pas l'attaquer à nouveau. Il utilisa le téléphone public de l'hôpital pour appeler un vieil allié, un avocat que Mauricio avait écarté. La voix à l'autre bout du fil trembla en l'entendant. « Monsieur Romero, tout le monde vous croyait mort !» s'exclama l'avocat. Matteo lui donna des instructions précises exigeant une confidentialité totale et demanda de préparer les documents nécessaires pour reprendre le contrôle de l'entreprise. Il sentait qu'il jouait aux échecs, où sa vie était le roi et sa famille adoptive les pièces qu'il devait protéger à tout prix. Quand Rosita sortit de l'hôpital, Matteo les ramena à la maison en taxi, payant avec le peu qu'il restait de la montre. La vieille dame le regardait avec curiosité, remarquant le changement dans sa posture, l'assurance qui émanait maintenant de lui. « Vous savez qui vous êtes, n'est-ce pas ?» dit-elle quand ils l'eurent installé au lit. « Oui, Rosita, et je suis désolée de vous avoir apporté des problèmes, mais je vais tout arranger. » Elle sourit faiblement. « Vous n'avez pas apporté de problème. Vous avez apporté la vie dans cette vieille maison. » Cette nuit-là, Matteo leur fit temporairement ses adieux, expliquant qu'il devait affronter ses démons seul. Valentina pleurait, s'accrochant à sa jambe, et il dut retenir ses larmes pour ne pas craquer. « Je reviendrai, je te donne ma parole d'honneur », lui dit-il en lui remettant un petit médaillon qu'il portait toujours au cou et qu'il n'avait jamais vendu. Il sortit de la maison sous le couvert de l'obscurité, redevenu Matteo Romero. Mais avec le cœur d'un homme de la décharge, il se dirigea vers la ville, ressentant chaque pas comme une déclaration de guerre. Il allait affronter Mauricio et Mariella, mais sa principale peur n'était pas eux, mais la réaction de sa fille Renata. Croirait-elle aux mensonges qu'on lui avait racontés ? L'incertitude le rongeait. Il arriva au bureau de son allié à l'aube, où il se lava et s'habilla avec des vêtements prêtés qui étaient un peu trop grands pour lui, mais qui lui rendirent sa dignité. En se regardant dans le miroir, il vit un autre homme. Les cheveux gris avaient augmenté, les rides autour des yeux s'étaient creusées, mais son regard avait acquis une humanité qui n'existait pas auparavant. Il était prêt. Il monta dans la voiture que l'avocat avait préparée et se dirigea vers le manoir de Palanza, l'endroit qu'il appelait autrefois sa maison et qui lui semblait maintenant un champ de bataille. Les échos de sa vie oubliée cessèrent d'être des murmures et se transformèrent en un cri de justice. Le manoir Romero se dressait majestueusement, ne se doutant pas du drame qui allait se jouer à l'intérieur. Matteo observa la façade depuis la voiture, remarquant que les jardiniers travaillaient comme si de rien n'était, maintenant l'illusion de la perfection. Il respira profondément, rassemblant son courage, et sortit de la voiture, ignorant le regard stupéfait de l'agent de sécurité qui faillit laisser tomber sa radio en le voyant. « Ouvrez le portail, Bellard !» ordonna Matteo de sa vieille voix de commandeur. Et le portail s'ouvrit lentement,
comme si la maison elle-même reconnaissait son propriétaire légitime. Il se dirigea vers l'entrée principale, sentant l'adrénaline courir dans ses veines. En entrant, il entendit des rires venant du salon. C'étaient Mauricio et Mariella, trinquant au champagne en milieu de matinée. La scène lui donna la nausée. Les traîtres célébraient tant sur sa tombe vide. Il entra dans la pièce sans prévenir, et le silence qui suivit fut absolu et sépulcral. Mariella laissa tomber son verre, qui se brisa sur le sol en marbre, et Mauricio pâlit comme un cadavre. « Surpris ?» demanda Matteo avec un calme glacial, savourant l'horreur dans leurs yeux. « Matteo, mon Dieu, tu es vivant !» balbutia Mariella, essayant de jouer l'épouse soulagée, mais la peur la trahissait. « Épargne-moi le théâtre, Mariella, je me souviens de tout », l'interrompit-il brusquement. Mauricio tenta de s'approcher les mains levées. « Mon ami, tu n'imagines pas à quel point nous t'avons cherché. Nous étions désespérés. » Matteo émit un rire amer. « Vous me cherchiez pour vous assurer que j'étais mort, je suppose. » La confrontation devint tendue et verbalement violente. Matteo leur énuméra chaque détail de la trahison, exposant leurs mensonges un par un. Il les informa que ses avocats gelaient déjà les comptes et que la police était en route pour enquêter sur la tentative de meurtre et la fraude d'entreprise. Mariella commença à pleurer, cette fois pour de vrai, voyant son monde de luxe s'effondrer, tandis que Mauricio cherchait une sortie, acculé comme un rat. Mais ce qui préoccupait le plus, Matteo n'était pas dans cette pièce. « Où est Renata ?» exigea-t-il de savoir. « Elle est dans sa chambre. Ne l'implique pas là-dedans » supplia Mariella. Matteo monta l'escalier 2 à 2, ignorant les cris de son ex-femme. Il ouvrit la porte de la chambre de sa fille et la trouva avec un casque sur les oreilles, ignorant le chaos. En le voyant, la jeune fille de 15 ans retira son casque et se figea. « Papa !» chuchota-t-elle, et dans ses yeux, Matteo vit le doute qu'ils avaient mis semé en elle. « C'est vrai que tu es devenu fou. Maman a dit que tu t'étais enfui. » Matteo s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Ta mère et Mauricio t'ont menti, Renata, mais je ne suis pas ici pour dire du mal d'eux, mais pour te raconter la vérité. » Il lui raconta son histoire, omettant les détails les plus sordides pour la protéger, mais étant honnête sur sa disparition et sur qui l'avait sauvée. Renata écoutait, traitant l'information, voyant les cicatrices sur les mains de son père et la sincérité dans sa voix. « Et ces gens, la fille et la grand-mère, t'ont aidé sans rien demander en retour ?» demanda-t-elle incrédule. « Elles m'ont donné la vie, Renata, quand je n'avais rien à leur offrir. Elles m'ont appris ce qu'est une vraie famille », répondit Matteo avec émotion. La jeune fille commença à pleurer et serra son père dans ses bras, brisant la barrière de froideur qui existait entre eux depuis des années. Dans cette étreinte, Matteo sentit qu'il avait récupéré le plus important. Ils descendirent ensemble l'escalier juste au moment où la police arrivait pour emmener Mauricio, qui criait des menaces vides pendant qu'on lui passait les menottes. Mariella resta assise sur le canapé, vaincue, regardant son amant être emmené et son mari et sa fille la regardaient avec déception. « Quitte ma maison, Mariella, lui dit Matteo. Parle à mes avocats. Je te donnerai ce qui est juste, mais je ne veux plus te voir ici. » La femme, dépouillée de son arrogance, sortit du manoir, affrontant pour la première fois les conséquences de ses actes. La maison resta silencieuse, mais cette fois, c'était un silence de purification, d'un nouveau départ. Ce même jour, Matteo emmena Renata à la cuisine et prépara quelque chose de simple, refusant l'aide du personnel de maison. Il voulait servir sa fille, prendre soin d'elle comme il avait appris à le faire avec Valentina. « Je peux les rencontrer ?» demanda soudain Renata, rompant le silence. « Valentina et Rosita. » Matteo sourit, sentant une immense fierté. « Bien sûr, mais tu devras laisser tes chaussures chères ici. Nous allons dans un endroit où l'on marche sur la terre. » Le voyage vers la périphérie fut une expérience culturelle pour Renata, qui regardait par la fenêtre avec un mélange de curiosité et d'effroi face à la pauvreté. Quand ils arrivèrent à la maison de Rosita, la fillette et la vieille dame étaient dans la cour. Valentina courut vers la voiture en voyant Matteo, et il la souleva dans ses bras en tournoyant avec elle. « Tu as tenu ta promesse !» cria-t-elle heureuse. Matteo reposa Valentina et présenta les deux filles. « Valentina, voici Renata, ma fille. Renata, voici Valentina, mon autre fille. » La rencontre fut d'abord timide. Renata se sentait déplacée dans ses vêtements de marque, tandis que Valentina l'observait avec une curiosité franche. « Tu es riche ?» demanda Valentina directement. Renata rougit. « Je suppose, oui. » Valentina hocha la tête. « Ce n'est pas important. L'important, c'est si tu es amusante. » La simplicité de Valentina brisa la glace, et bientôt les deux filles furent assises par terre, parlant de leurs vies si différentes, mais désormais entrelacées. Rosita observait la scène depuis son fauteuil avec un sourire de satisfaction. Matteo s'assit près d'elle et lui prit la main.
Merci de m'avoir rendu ma fille, lui chuchota-t-il. Vous vous êtes sauvé vous-même, Matteo. Vous aviez juste besoin d'un coup de pouce, répondit-elle. Le dîner ce soir-là fut un étrange mélange de mondes. Ils mangèrent de la pizza que Matteo avait commandée et les haricots de Rosita, célébrant l'union d'une famille incroyable. Mais Matteo savait que le chemin ne serait pas facile. Il devait reconstruire son entreprise, gérer le divorce et guérir les blessures émotionnelles de Renata. Cependant, en voyant sa fille rire avec Valentina, il comprit qu'il avait la force nécessaire. Il avait payé le prix fort pour la vérité, perdant son innocence et sa foi aveugle, mais il avait obtenu une vision claire de ce qui est vraiment important, et cette vérité n'avait pas de prix. L'intégration de Renata dans le monde de Valentina ne fut pas un conte de fées instantané, mais un processus plein de chocs culturels et de leçons douloureuses. La première fois que Renata tenta d'utiliser les toilettes extérieures de la maison de Rosita, elle en sortit pâle et au bord des larmes, ce qui provoqua un rire étouffé de Valentina. Matteo dut intervenir, expliquant à sa fille aînée que le confort n'est pas un droit universel, mais un privilège. « Il n'y a pas d'eau courante permanente ici, Renata, il faut l'économiser », lui reprocha-t-il doucement quand elle laissa le robinet ouvert trop longtemps. D'un autre côté, Valentina visita le manoir de Matteo un week-end et se sentit accablée par l'espace et le silence. « Pourquoi avez-vous tant de pièces si vous n'êtes que deux ?» demanda-t-elle en se promenant dans les couloirs vides. « Pour avoir de l'espace », répondit Renata, comprenant à quel point cela semblait absurde. Valentina se sentait seule dans cette immense maison, regrettant la chaleur et le bruit constant de son quartier. Cependant, la piscine devint un point de rencontre. Là, dans l'eau, les différences sociales se dissolvaient et elles n'étaient que deux filles en train de jouer. L'école fut un autre sujet de conflit et de croissance. Renata, qui fréquentait une école privée d'élite, commença à aider Valentina avec ses devoirs de l'école publique. Elle fut horrifiée de voir les livres usés et le niveau académique inférieur et exigea de son père qu'il fasse quelque chose. « Elle est très intelligente, papa, elle s'ennuie dans cette école », argumenta Renata avec passion. Matteo, fier de la protection de sa fille, décida de payer une bourse pour Valentina dans la meilleure école, bien que Rosita s'y opposa d'abord par fierté. « Ce n'est pas de la charité, Rosita, c'est de la justice », lui dit Matteo. « Valentina a un don et c'est notre responsabilité de le développer. » Finalement, la grand-mère accepta et Valentina commença à fréquenter l'école privée, où elle fut confrontée au rejet de certains camarades riches. Renata devint sa féroce protectrice, tenant tête à ses propres amis de l'élite. « S'il la touche, il me touche », annonça Renata à la cantine, scellant publiquement sa loyauté et perdant quelques amitiés superficielles au passage. Pendant ce temps, Matteo luttait pour nettoyer son entreprise de la corruption de Mauricio. Il découvrit que son partenaire blanchissait de l'argent et que la situation financière était précaire. Il dut licencier des gens et tout restructurer, travaillant de longues heures qui le laissaient d'épuiser. Mais contrairement à avant, maintenant il rentrait chez lui, parfois au manoir, parfois à la maison de Rosita, et éteignait son téléphone pour dîner avec sa famille. Histoire 2. Adriane, Juliane et les jumelles. Mais à côté de ces traces, il y avait des marques plus grandes de bottes d'adultes, et elles n'appartenaient pas à Adriane. « Juliane, viens ici », chuchota Adriane. Le garçon s'approcha, regarda les traces et se figea. « Celles-ci ne sont pas les miennes », chuchota-t-il. « Je sais », répondit Adriane. « Monsieur », la voix du garçon tremblait. « Quelqu'un était ici avant nous. » Adriane ferma les yeux un instant. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de pire. Une pointe de terreur mêlée à une rage profonde. Ils avaient retrouvé leur fille, ils avaient en découvert la vérité. Et maintenant, quelqu'un d'autre le savait. D'autres traces continuaient vers l'arrière de la décharge, vers une zone où presque personne n'osait entrer. Une zone où les montagnes d'ordures sont si instables qu'un faux pas peut engloutir n'importe qui. Juliane fit un pas dans cette direction, mais Adriane l'arrêta. « N'approche pas, ordonna-t-il. Ça pourrait être un piège. » Le garçon leva les yeux. « Monsieur, vous pensez qu'ils les ont emmenés ?» Adrien déglutit. « Je pense, dit-il lentement, que quelqu'un veut qu'on ne les trouve pas. » Et alors il vit cela sur le sol, à moitié enterré dans des sacs. Un nœud rose, le même qu'il avait acheté quand les jumelles avaient reçu un an. Il le ramassa avec des mains tremblantes. Juliane le reconnut tout de suite. « C'était le nœud d'April », chuchota Adriane. Il serra les dents. « Juliane, écoute attentivement, » dit-il avec un calme impossible. « Aujourd'hui commence la vraie recherche. » Le garçon le regarda avec des yeux pleins de peur. « Et si elles ont été emmenées loin ?» Adriane s'accroupit devant lui. « Alors nous irons encore plus loin. Mais nous n'abandonnerons pas. Ni toi, ni moi. »
Le vent déplaçait les sacs sales autour d'eux, comme si toute la décharge respirait la tension. Adrian se releva, tenant le nœud dans sa main. Son regard changea, devint plus dur, plus tranchant. Ses filles étaient en danger, et maintenant il avait un véritable ennemi. Quelqu'un qui avait agi vite, quelqu'un qui était déjà ici. Julian respirait rapidement, hyperventilant presque. « Monsieur, et si elles… » Adrian l'interrompit résolument. « Elles sont vivantes, je le sais, et nous les trouverons avant eux. » La décharge s'épanouissait dans une lumière grisâtre qui rendait tout plus hostile. Les petites traces de Bianca et d'April étaient bolidées toujours là, imprimées sur la terre humide, mais celles qui glaçaient le sang étaient en autres, profondes, fermes, de grandes bottes qui n'appartenaient à personne de la veille. Adrian et Julian avançaient ensemble, concentrés, marchant prudemment pour ne pas effacer une seule trace. Le nœud rose d'April était serré dans les doigts du millionnaire, compressé comme si c'était un morceau de vie. Le silence de la décharge était anormal. Il n'y avait ni murmure, ni pas lointain, ni voix. C'était un silence tendu, comme si l'endroit retenait son souffle. « Les traces vont plus loin », chuchota Julian, bougeant avec l'habitude de celui qui s'était toujours déplacé sur ce territoire. Adrian observait le sol. Les grandes traces n'allaient pas seulement dans la zone interdite de la décharge, il y avait autre chose. Sur les côtés, certains monticules étaient retournés, comme si quelqu'un cherchait désespérément quelque chose. Plus loin, parmi des morceaux de plastique brûlés et de métal oxydé, ils trouvèrent un morceau de couverture d'enfant. Elle était bleue. Un petit soleil y était imprimé, effacé par le temps. Adrian la ramassa avec des mains tremblantes. « C'est la couverture de Bianca », murmura-t-il. Julian hocha la tête inquiet. « Elle ne la lâche jamais. On ne la leur prend que lorsqu'elles ont peur et que quelqu'un les force. » L'estomac d'Adrian se serra. Il ne savait pas si c'était de la rage, de l'horreur ou les deux. Ils continuèrent d'avancer. Le terrain devenait plus dangereux. Hauts monticules, métal tordu, verre brisé. Julian bougeait avec agilité, mais restait vigilant. Un faux pas ici pouvait provoquer une chute mortelle. « Vous voyez ça ?» demanda le garçon, pointant une zone où les ordures étaient plus enfoncées que d'habitude. Adrian se pencha. C'étaient des traces de roulement. Pas d'une voiture, ni d'une moto, mais d'une brouette industrielle. Julian déglutit. « Les gros ramasseurs les utilisent, ceux qui viennent la nuit. Mais ces traces sont nouvelles, très nouvelles. » Le millionnaire respira profondément. Son esprit lia instantanément cela à quelque chose qu'il avait vu la veille au soir. Une camionnette blanche, presque sans lumière, se déplaçant sur la route latérale de l'hôpital quand il sortait. « Ceux qui ont emmené mes filles savent ce qu'ils font, » dit Adrian d'un ton froid que Julian n'avait jamais entendu de lui. Le garçon regarda autour de lui avec une anxiété croissante. « Monsieur, si ces gens viennent la nuit et ont vu les filles, peut-être qu'ils ne comptent pas les emmener ? Peut-être qu'ils voulaient lui cacher ce que les filles savent. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Bianca et April ne parlaient pas beaucoup, mais avaient dit quelque chose dans leur fièvre. « Papa, soleil !» Elle pleurait. Des détails qui pouvaient signifier plus qu'il n'y paraissait. « Allons-y », ordonna Adrian. Ils marchèrent jusqu'à atteindre la zone que Julian évitait toujours. Un espace entre des montagnes d'ordures compressées, où la lumière pénétrait à peine, et le sol était couvert d'objets brisés. Julian respira profondément. Il ne devrait jamais y avoir de traces d'enfants ici. Mais il y en avait. Adrian vit 3 paires de petites empreintes entrant entre 2 immenses plaques métalliques. Les jumelles étaient entrées ou avaient été forcées d'entrer. « Je passe en premier », dit Adrian, écartant prudemment un gros morceau de plastique. Mais avant qu'il ne puisse avancer plus loin, Julian l'arrêta. « Attendez », chuchota-t-il, « il y a quelque chose. » Le garçon pointa un endroit dans l'ombre. Adrian plissa les yeux. Entre 2 morceaux de métal, il y avait un objet brillant, petit, qui n'appartenait pas à la décharge. Il s'accroupit et le prit. C'était une broche en or au design fin et élégant, la même broche qu'il avait vue maintes fois sur le manteau coûteux de son ex-femme. Le souffle du millionnaire se coupa. « Impossible », chuchota-t-il presque sans voix. « C'est sa broche. » Julien le regarda avec peur. « Monsieur, votre femme sait que les filles les sont vivantes ?» Adrian ferma les yeux une seconde pleine de souvenirs qui avaient maintenant un autre sens. L'appel froid concernant l'incendie, le refus de montrer les corps, les pleurs étranges, les funérailles hâtives, l'insistance pour clore l'affaire, tout concordait. « Elle ne fait pas que le savoir, » dit Adrian d'un ton grave. « Je pense qu'elle était ici. » Julian recula d'un pas, tremblant. « Et oui, elle. » Adrian le regarda droit dans les yeux. « Les traces d'adulte sont celles d'un homme. Mais cette broche n'est pas arrivée ici toute seule. Elle était proche, très proche. Le vent bougeait les métaux. Le son résonna dans l'espace clos. L'image se formait dans l'esprit des deux simultanément.
Les jumelles fuyant le trou, 2 adultes les suivant, et l'ex-femme d'Adrian observant, dirigeant ou fuyant quelque chose de pire. Adrian serra la broche. « Si elle est impliquée là-dedans, » murmura-t-il, « c'est plus grave que je ne l'imaginais. » Julian respirait difficilement. « Alors les filles avalées sont en danger. » Adrian le regarda avec une détermination sauvage, nouvelle, tranchante. « Et c'est pour ça que nous les trouverons avant eux. » Les traces continuaient vers la partie la plus instable de la décharge, un endroit où personne n'osait entrer. Adrian et Julian avançaient vers ce point, sachant que chaque pas les rapprochait non seulement des jumelles, mais aussi de l'ennemi qui commençait à montrer son ombre. L'air dans la zone interdite de la décharge était dense, presque impossible à respirer. Les tas de métal semblaient inclinés, prêts à tomber, formant des couloirs étroits où la lumière pénétrait à peine. Julian marchait serré contre Adrian, respirant vite, attentif à tout son différent de celui de leurs propres pas. Les petites traces étaient toujours là, imprimées dans la fine poussière. 3 paires, les traces des jumelles et une trace légère, plus hâtive, comme si elles couraient dans. Plus loin, les traces du grand adulte devenaient plus profondes. Un pas plus ferme, plus décidé. Adrian sentit une pointe de terreur froide. « Ils vont plus loin », chuchota Julian, montrant un couloir entre 2 blocs de métal compressés. Le millionnaire avança, gardant la broche de son ex-femme dans sa poche. Chaque fois qu'il la touchait, son sang brûlait. Soudain, ils entendirent quelque chose. Des sanglots très faibles, presque étouffés. Adrian se tourna brusquement vers Julian. « Tu as entendu ?» Le garçon hocha la tête, les yeux écarquillés. Ils allèrent vers le son. Le couloir se rétrécissait, les obligeant à avancer de côté. L'ombre était si épaisse qu'elle semblait absorber le mouvement. Le sanglot retentit à nouveau, cette fois accompagné d'un murmure enfantin. Adrian sentit son cœur se serrer. Ce murmure, cette façon de respirer par saccades venait d'April. Il le savait. Quand ils tournèrent au coin, le monde sembla s'arrêter. Là, entre 2 tas d'ordures compressées, se trouvèrent les jumelles s'étreignant l'une l'autre, dans des vêtements sales, les cheveux ébouriffés, tremblantes, et devant elles une figure adulte, le dos courbé, comme cherchant quelque chose dans les plis de vieilles couvertures. Julian se figea. Adrian sentit tout son corps se tendre. L'inconnu portait de grandes bottes, les mêmes qui avaient laissé les traces. L'homme tourna la tête un instant, alerté par le bruit. On ne voyait pas son visage, juste un profil rapide, quelqu'un de robuste avec une capuche sombre et des gants. Dès qu'il vit le millionnaire, il bondit et courut vers une ouverture latérale, disparaissant entre les métaux avant qu'Adrian ne puisse l'attraper. « Non !» cria Julian. Mais il était déjà trop tard. L'homme disparut dans l'ombre comme si la décharge l'avait avalé. Adrian courut vers les jumelles, s'arrêta à quelques centimètres d'elles. Il ne pouvait pas les toucher sans permission, ne devait pas, mais ses mains tremblaient comme si tout son corps demandait le contraire. Bianca leva les yeux. Ses yeux étaient un rouge, humide, plein de peur. April se cacha derrière elle, mais ne recula pas. Julian s'accroupit. « C'est moi, tout va bien, » chuchota-t-il. « Personne ne vous fera de mal. » Les filles, tremblant encore, se blottirent contre lui, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Adrian respira profondément. Cet homme ne cherchait pas d'ordures. Il cherchait les filles, ou vérifiait quelque chose qu'elles avaient à laisser, ou attendait le bon moment pour les emmener. Le millionnaire fixa la zone où il avait disparu. Là, sur l'un des métaux, quelque chose était gratté à la craie blanche. Une initiale, une seule. R. Adrian sentit ses mains se glacer. R. L'initiale de son ex-femme Rebecca. Quelqu'un avait marqué cet endroit. Quelqu'un qui connaissait les filles, quelqu'un qui savait où se cacher. Le millionnaire sentit que la vérité était à quelques secondes, mais il ne la tenait pas encore complètement. Bianca leva une main tremblante, pointant vers l'endroit où l'homme s'était enfui. Elle ne dit pas de mots, chuchota seulement à peine audible « méchant ». Le monde se contracta. Elle savait en qui c'était. Elle se souvenait de plus qu'il n'y paraissait, et était beaucoup plus proche du danger qu'Adrian ne l'imaginait. Il respira profondément, le regard fixé sur l'obscurité au fond de la décharge. Ce qui venait de se passer changeait tout, et la suite serait décisive. Le vent portait la poussière et la cendre entre les tas de métal. Julian étreignait toujours les jumelles, les protégeant de son petit corps tremblant, tandis qu'Adrian avançait de quelques pas dans l'ombre où cet homme avait disparu. La décharge était agitée. Pas comme un lieu, mais comme si quelque chose était sur le point de se briser. Quelque chose qui se cachait depuis 1 mois. Adrian tourna son regard vers les filles. Elles étaient pan-vivantes, tremblantes, les yeux écarquillés et les lèvres sèches mais vivantes. C'était la seule chose qui comptait. « Nous devons les sortir d'ici », dit Adrian sans quitter des yeux le passage où l'homme s'était enfui. Bianca et April tressaillirent.
Juliane les calma d'une voix douce, presque un chuchotement. « Vous venez avec moi, je vous accompagne. Ça va aller. » Les filles lui faisaient confiance, c'était évident. Mais il était aussi évident qu'elles ne pouvaient plus survivre dans cet enfer. Adrienne s'accroupit lentement, sans envahir leur espace, sans rien imposer. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr, » dit-il de la voix la plus douce qu'il avait. « Je ne vous séparerai pas de Juliane, vous venez avec lui. » Juliane leva les yeux, surpris, les jumelles aussi, comme si cette promesse était quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Dès qu'Adriane tendit la main vers elle, sans toucher, sans presser, Bianca bougea pour la première fois vers lui. Pas complètement, mais un pas, un petit pas qui brisa des mois de peur. Et alors, dans le silence tendu, ils entendirent un moteur. Ce n'était pas un camion de la décharge, c'était quelque chose de plus petit, de plus contrôlé. La camionnette, la même. Adriane sentit son pouls battre à ses tempes. Juliane serra plus fort les jumelles. La camionnette avançait lentement, comme si elle savait exactement où il se trouvait d'un. Elle s'arrêta à quelques mètres. La porte du conducteur s'ouvrit et quelqu'un en sortit, quelqu'un qu'Adriane ne connaissait que trop bien. Des cheveux blonds, longs, parfaitement coiffés. Même dans cet enfer, son ex-femme, Rebecca. Sa présence fit se recroqueviller les jumelles, comme si le vent les avait frappées. « Alors tu as découvert ça ?» dit-elle d'une voix douce, presque fatiguée. Adriane se plaça entre elle et les enfants sans hésitation. « Tu étais ici. Tu as laissé leurs affaires. Tu as tout mis en scène. » Elle soupira comme si tout cela la fatiguait. « Je n'avais pas le choix, » répondit-elle en avançant d'un pas. « Ta famille voulait prendre le contrôle de l'entreprise. Ils voulaient tout prendre. Je devais m'assurer que tu ne m'entraînerais pas avec toi. » Adriane ne la reconnaissait pas, ni cette femme, ni cette version si froide. « Qui a laissé les filles ici ?» demanda-t-il avec une douleur sèche dans la voix. Rebecca serra les lèvres. « Pas moi, mais je savais qui les tenait. Je savais qu'elles disparaîtraient, et je n'ai rien fait. » Le monde s'arrêta. « Tu savais ?» murmura Adriane. « Qu'elles étaient vivantes ?» Rebecca baissa les yeux. Pour la première fois, son masque se fissura. Je ne pouvais pas perdre ma vie pour deux filles qui ne faisaient pas partie de mes plans. Juliane avança d'un demi-pas comme s'il voulait lui crier quelque chose, mais Adriane l'arrêta d'un geste. Le millionnaire la fixa du regard. « Qui était l'homme à la capuche ?» demanda-t-il. « Un éboueur. Il a été payé pour se débarrasser de ce qu'il restait de l'incendie. Je pensais qu'il avait déjà réussi, mais quand j'ai su que le garçon, elle pointa Juliane avec mépris, les gardait en vie, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tu ne les trouves. » Adriane ressentit une rage froide, aiguë, contrôlée. « Tu as payé pour qu'ils emmènent tes filles ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Rebecca le regarda avec une expression qui n'était pas de la culpabilité, mais la honte d'être démasquée. « Elles étaient à moi, » répondit-elle. « Je n'ai jamais prévu d'être mère. Je n'ai jamais voulu de ce fardeau. » Les jumelles derrière Juliane commencèrent à pleurer en silence. Elles ne compreneront pas tous les mots, mais comprenaient les intentions, la froideur, le rejet. Adriane fit un pas en avant. « Elles avaient un père, dit-il, chaque mot plein de vérité, et tu as essayé de te débarrasser de nous trois. » Rebecca recula d'un pas. Le son des sirènes commença à retentir au loin. Quelqu'un avait appelé la police. Rebecca pâlit. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as promis. » « Je n'ai pas promis d'être complice de ta cruauté, » l'interrompit Adriane. La police arriva avant qu'elle ne puisse s'enfuir. L'homme à la capuche fut arrêté quelques minutes plus tard, caché entre les tas. Rebecca fut menottée. Elle ne pleura pas, ne supplia pas, baissa simplement la tête, sachant que tout était fini. Quand la décharge redevint silencieuse, Adriane s'accroupit devant ses jumelles. Il ne fit pas de mouvement brusque, se pencha simplement avec des larmes qu'il ne pouvait plus cacher. « C'est fini, » chuchota-t-il. « Vous n'aurez plus jamais peur. » Bianca s'approcha la première. Lentement, avec des mains tremblantes, elle pressa son front contre l'épaule de son père. Ce n'était pas une étreinte complète, mais c'était un début. April, voyant sa sœur, fit un petit pas et la rejoignit, pressant sa joue contre la chemise d'Adriane. Juliane resta immobile, observant la scène avec un mélange de soulagement et de douleur, comme si une partie de lui savait qu'après ce moment, les filles en auraient plus besoin de lui. Mais Adriane se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu ne restes pas derrière, » dit-il. « Tu viens avec nous. Tu fais partie de tout ça. » Juliane cligna plusieurs fois des yeux. Sa respiration s'interrompit. Il ne savait pas quoi faire de cette phrase. Personne ne lui avait jamais dit ça. « Avec vous ?» demanda-t-il presque sans voix. « Oui, » répondit Adriane. « Tu les as sauvés. Tu leur as donné la vie. Tu es la famille. » Le garçon baissa la tête et éclata en sanglots silencieux, des pleurs accumulés depuis des années.
Les jumelles, tremblantes encore, s'approchèrent de lui et l'étreignirent aussi. Petit, sale, fragile, mais vivant. Ainsi, au milieu des ordures, de la fumée et des cendres, se forma ce qu'aucun faux document ne pouvait briser. Une vraie famille. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager vos impressions et opinions dans les commentaires. Je serais très heureux si vous me laissiez un like.